Merci, Madame la Présidente. Mon intervention va porter sur le Conseil économique, social et culturel, le H4 et le Sénat. Madame la Présidente, les femmes n'ont pas bien perçu la pertinence et l'importance du rôle des institutions mises en place pendant le premier forum sur le contrôle gouvernemental. Aussi, la suppression du Sénat, le réaménagement du Conseil économique, fait. Nous, femmes, nous demandons la suppression du Conseil économique, social et culturel, du H4 aussi, mais nous proposons l'instauration du Sénat, qui, en plus de son rôle régalien, pourrait prendre en compte les prérogatives qui étaient assignées au Conseil économique, social et culturel, mais beaucoup plus les prérogatives du H4. Merci. Merci beaucoup, Menuji. La parole est à Madame Mariam Djime Ibet. Merci Madame la Présidente de m'avoir donné la parole. Donc moi aussi je vais parler au nom du Conseil national des femmes. Nous, Conseil national des femmes, nous avons lu et analysé le rapport du comité de suivi et nous nous sommes prononcés sur les résolutions suivantes. En ce qui concerne la résolution 2, sur la fixation du nombre de provinces à 17, mais la mise en place a posé problème et que ce sont les 23 provinces qui sont en place. Mais cela ne suffit pas. Il y a une disposition qui dit qu'il faut mettre en place une équipe pluridisciplinaire au ministère de l'administration territoriale qui va travailler sur les délimitations des provinces. Donc que ce soit 17 provinces ou 23 provinces, le problème de délimitation est là. Et je prends comme exemple même ici au niveau de la ville d'Ndiamena, qui est voisine à la province du Chari-Bagirmi, nous avons eu des problèmes. Le problème de frontière entre la commune du 9e arrondissement et la sous-préfecture de Koundoul. On n'a pas pu résoudre. Donc, que ce soit 23 régions, 23 provinces ou 17 provinces, cette disposition va continuer par fonctionner au sein du ministère de l'administration territoriale. Oui, Madame la Présidente, en ce qui concerne la résolution 4, la résolution 4 qui a proposé l'érection de toutes les sous-préfectures en commune, les intervenants avant moi ont proposé des solutions. Mais nous aussi, nous ne sommes pas restés de côté. Les sous-préfectures sont des appellations de depuis longtemps. Quand j'étais à l'école primaire, nous avons 14 préfectures plus 52 sous-préfectures. Et les sous-préfectures ont bien marché. Mais ici, les données ont changé. Nous sommes à l'ère de la décentralisation et nous avons voulu que les sous-préfectures disparaissent et font de la place aux communes. Et quand cette résolution avait été adoptée, la résolution numéro 4, c'est dans le but de mettre en place un comité qui va délimiter les communes.
Donc ce comité n'a pas fait son travail. Et nous avons dit, avant les élections, avant l'organisation des élections communales, il faut aussi nommer des comités de gestion. Ça n'a pas été fait aussi. Donc, d'ici 2 mois, 3 mois, 1 an, je pense que nous ne sommes pas en mesure d'organiser les élections au niveau de ces petits villages. Nous ne sommes pas aussi en mesure de délimiter les communes. Donc, nous proposons la restauration pure et simple des anciennes sous-préfectures. Nous ne sommes pas arrêtés là. La restauration seule ne suffit pas. Il faut rehausser les salaires des sous-préfets pour éviter. Il y a des sous-préfets qui sont nommés par message. Je crois que les financiers sont là. Un sous-préfet qui est nommé par message n'a pas de salaire. Où est-ce qu'il perçoit son salaire? C'est sur le dos de la population. Donc, il faut rehausser les salaires des sous-préfets. Il faut aussi nommer des cadres compétents. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la salle. Nous avons des cadres, des administrateurs qui sont formés dans de bonnes écoles. Donc, nommer ces cadres-là pour qu'ils puissent faire valablement leur travail. Madame la Présidente, nous avons aussi visité la résolution numéro 6. La résolution numéro 6 qui dit consacrer clairement la répartition des ressources et des compétences entre l'État et les collectivités autonomes. Cette résolution n'a pas été réalisée, mais nous n'allons pas passer sans aussi proposer encore cette résolution pour ce forum 2, parce qu'elle n'a pas été réalisée, pas parce qu'elle n'est pas importante, mais l'agence qui est chargée de faire ce travail n'a pas vu le jour. C'est l'agence qui est chargée de travailler sur le transfert de ressources et de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Donc nous proposons cette résolution consacrer clairement la répartition des ressources comme résolution au forum 2, ainsi que la résolution numéro 7 qui dit créer une agence pour gérer les ressources des collectivités autonomes. Donc accélérer la mise en place de cette agence. Accélérer la mise en place de cette agence pour que le travail au niveau des collectivités territoriales se fasse très bien. Il y a aussi la résolution numéro 12 qui demande à définir le statut particulier de la ville de N'Djamena. C'est dit résolution non réalisée. Et là aussi, c'est une résolution très importante. Nous avons proposé pour reprendre cette résolution dit mais je fais exprès pour ne pas vous couper la parole parce que il y a très peu de femmes qui ont intervenu ce matin, donc je suis indulgente. La parole est maintenant à Madame Zahra Brahim Mamadou, présidente de la Chambre de comptes, mais qui a participé aussi au Pré-Fora et elle intervient sur ces questions, les thèmes 1, 2 et 3. Merci Madame la Présidente. Je voudrais avant tout relever que j'interviendrai par rapport au thème 2, régime politique et l'évolution des grandes institutions. Donc, je voudrais avant tout relever que certaines résolutions considérées comme réalisées dans le document ne le sont que partiellement, car certains textes ne sont pas encore pris, ce qui fait que l'analyse de la pertinence et de l'efficacité dans la mise en œuvre de ces résolutions n'est pas complète. Et elle ne fait pas ressortir les difficultés rencontrées par certaines structures restructurées ou supprimées. Et parmi tant d'autres difficultés, nous avons celle du non-respect de nos engagements, tant au niveau national, régional qu'international, et la difficulté dans la collaboration avec nos partenaires techniques et financiers.
Donc, je vais m'atteler sur le cas spécifique du Collège de contrôle de surveillance des revenus pétroliers qui a été supprimé. Cet organe faisait 70 à 80% du contrôle a priori. Ces missions n'ont pas été transférées aux autres structures existantes. Quant au contrôle a posteriori, il est exercé déjà par l'Institution supérieure de contrôle en matière de finances publiques et également par les autres corps de contrôle. Donc, sa suppression a créé un vide juridique qu'il est nécessaire de combler. À cet effet, je voudrais suggérer la mise en place d'une structure légère, une agence purement technique pour s'assurer de s'occuper de cet aspect qui est très important dans le cadre du suivi et de la gestion et surtout dans la transparence de ces revenus issus du secteur extractif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zara. La parole est maintenant à Madame Fatima Sarra Abdelaziz. Merci Madame la Présidente. Et nous intervenons au nom du CONAF qui a regroupé toutes les organisations féminines, qui a fait un pré-forum le 27 octobre, d'où les conclusions qui en sortent. Nous sommes réjouis de constater que pratiquement les intervenants avant nous ont pu prendre en compte toutes nos préoccupations. Et là, je voulais juste appuyer pour le problème de la résolution 3 qui concerne le réaménagement des grandes institutions, c'est-à-dire la restauration de la Cour des comptes. Lors du premier forum, cette Cour a été réduite en chambre au niveau de la Cour suprême avec les autres cours. Donc la mise en place de cette Cour répond aux exigences des directives 1 et 6 de la CEMAC, que certains en ont parlé ici. Alors, en créant cette Cour dans son ordre juridique interne, le Tchad se met en conformité avec les directives citées si haut. Pour repère, on peut dire qu'il y a une nouvelle donne sur le plan international. C'est le nouvel agenda 2030 des Nations Unies sur les ODD, les objectifs de développement durable, dont tous les États doivent s'engager résolument à la nouvelle dynamique du développement durable. Et cette nouvelle donne ne peut être mise en place qu'avec un organe indépendant et dont la Cour des comptes. Nous demandons la restauration de cette Cour qui répond d'ailleurs aux normes standards internationales de contrôle des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques. Une grande avancée qui a été interrompue en 2018, mais en 4 ans d'existence, la Cour a marqué son passage sur le plan international ou sur le plan continental parce que avec un audit international qui a été effectué et dont le Tchad était le guide, le leadership, et ce rapport a été distribué au sein de l'Assemblée nationale de tous les parlements de l'Afrique centrale, des pays qui ont travaillé dans cet audit, au chef de l'État qui était le président de la CVLT, dont les recommandations sont en train d'être prises en charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fatima Sarra. La dernière intervenante sur la liste des femmes du CONAF qui ont participé au pré-forum, c'est la députée Ashta Selge. Donc c'est un pré-forum qui a regroupé une 50aine de femmes, présidée par Madame Loumélise. Donc vous avez la parole, députée Ashta. On ne va pas enregistrer d'autres, parce qu'on a même saisi la liste, on ne va pas enregistrer encore d'autres interventions. C'est député Khadija. Ok, après. Madame Ashta, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Comme celles qui m'ont précédé, elles ont déjà balayé toutes nos préoccupations. Donc la forme de l'État, le régime politique et le réaménagement des grandes institutions. Donc moi, je vais tout simplement parler de la résolution 4 qui n'est pas entièrement réalisée. Donc nous tenons à ce que cette résolution soit
qu'elle maintienne le statu quo de la disposition de la loi 33 du 22 juillet 2019 portant code électoral qui a prévu en son article 150 la candidature le candidat doit savoir lire et écrire en arabe et en français. Nous voulons qu'on ajoute dessus pour bien préciser, parce qu'il y a le quota de 30% que nous voulons que ça soit exécuté et que ça soit remis ici. Et ensuite, je crois qu'on va passer progressivement à la parité. Et c'est ce qui nous a préoccupés, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc la loi, l'ordonnance 12 qui institue la parité dans la fonction nominative et élective et sa ratification en loi 22 de juin 2019. Je vous remercie. On va continuer quand même nos travaux. La dernière intervenante sur la liste des femmes, c'est Madame la députée Khadija Hassaballah. Merci, Madame la Présidente, pour me donner la parole en dernier lieu, malgré que j'ai envoyé tardivement ma demande d'intervention. Je suis tout à fait d'accord sur toutes les propositions qu'on a discutées au niveau de CONAF, sur la présidence, la revenue du sous-président, vice-présidence et le Sénat, la sous-préfecture et autres qu'on a discuté. Je suis d'accord et je donne mon avis pour valider. Je voudrais en passage dire que à l'Assemblée nationale, pour un groupe parlementaire qui compte, c'est le nombre de ses députés. Et le nombre de ses députés qui détermine le vote d'une loi. C'est pour cela cette question de savoir lire et écrire, à mon avis, dans certains endroits, quand même, à son sens. Parce qu'on a besoin de nombre. Et ça n'évite pas qu'il y a un certain nombre de députés qui vont travailler, faire le travail intellectuel. Et c'est ce qui se passe maintenant à l'Assemblée sans problème. Ça, c'est un passage. Mais mon intervention principale, Madame la Présidente, pour dire que la Constitution de notre pays de 1987 a été révisée en 2005 et c'était une bonne Constitution. Le texte, à mon avis, c'était un bon texte. Mais quand même, on a révisé en 2000, c'était en 2000, la 4e République, 2018. Et nous sommes en 2 ans où nous voulons réviser encore la Constitution, qui est la loi fondamentale de ce pays pour certains de nous, après le Coran, et pour certains d'autres, après la Bible, c'est la loi fondamentale qui réunit tous les Tchadiens et, à son sens, est une loi sacrée. C'est pour cela, Madame la Présidente, j'ai réfléchi, j'ai dit, pourquoi pas on fait
à la disposition finale un amendement pour dire que je ne suis pas contre le forum inclusif national qu'on organise chaque 2 ans ou autre forme d'une organisation qui fait des propositions pertinentes pour prendre des lois. Le sens de prendre une loi même, d'exprimer le besoin d'une population sur un certain nombre de choses. C'est pour cela que je dis pourquoi pas, je ne suis pas juriste, il y a des juristes peut-être parmi vous, mais pourquoi pas on fait un amendement dans la disposition finale pour dire que toutes les décisions, ou bien les résolutions prises lors du forum font l'objet d'une loi, soit une loi organique, soit une loi simple, pour faciliter à nous de retoucher chaque fois la Constitution. On peut prendre des résolutions, même si on compare à la Constitution française, qui fait le modèle pour toute l'Afrique centrale. On fait des résolutions pour insérer tel, mais on ne modifie pas la Constitution entièrement. C'est ça l'objet de mon intervention, Madame la Présidente, et j'espère que c'est une piste de réflexion que les juristes qui sont avec vous trouvent la formule, en tout cas nécessaire, ou bien la formule qu'il le faut pour qu'on insère à la disposition finale, pour qu'on ne touche pas cette loi. Pour moi, c'est très sacré. Et je vous remercie. Merci beaucoup, député Khadija Saballa. Je vais revenir maintenant à la suite de la liste. Donc, je vais rappeler qu'au titre de la presse, j'ai Abbas Mahmoud, président de l'UIGT, j'ai Aboubakar Borgo pour les médias privés, j'ai Ali Fadil Giderke. Au niveau des gouverneurs, j'ai Hassan Terab, Hawa Othman Djame, Hissène Mogeni. Au niveau de la jeunesse, j'ai Fatima Boukar Kossé, Rayana Adam Saleh, Wahil Youssoubo, Youssouf An-Nadif, Haroun Badawi, Daouda Lawa, Kébir Mohamed Abdoulaye, Oumar Ali, Khalil. J'ai un peu mélangé parfois, comme les gens n'ont pas précisé, je les ai partagés entre les personnes ressources et la jeunesse. Donc, Daouda Lawa, Kébir Mohamed Abdoulaye, Oumar Ali, Khalil Mohamed Djibrin, Ridouane Khalil Hassan, Djikere Kabir Yodeiman, Abdel Jalil Bachar Bong, Mohamed Haroun. Mais après, quand vous allez intervenir, vous allez préciser l'appartenance, votre appartenance. Au niveau des personnes ressources, j'ai le doyen Grabedo, j'ai Paul Mbaye-Nodoum, Mataer Bouchoula, et je sais qu'il est du syndicat, mais je l'ai mis ici. Il y a Youssouf Abbasala, Dime Ibet, Paul Ndouba Telsem, Dr Laoutomaï, Dr Nouren, Bichar Adreb, Oumar Abdallah Lebin, Mohamed Ahmad Abou Sahar, Gapili. Au niveau des magistrats, j'ai Moussawad, Djonga, Moussawad et Djonga, ils sont des mêmes bords, donc j'ai gardé seulement Moussawad, Hissène Ngaro, huissier, maître Athanas bâtonnier, maître Djomia notaire et maître Enoch greffier. Au niveau des... Ouais, c'est tout, je pense, non? Greffier. Hein? Oui, allez-y. Vous n'avez pas la parole. Coupez le micro. Coupez le micro, s'il vous plaît. Non, on a dit qu'on ne lui donne pas la parole. Je passe la parole à M. Abba Mahmoud, président de l'UJT. Ça, ce n'est pas une motion, ça, il ne faut pas... Merci Madame la Présidente de m'avoir passé la parole. Je prends la parole au nom de l'Union des journalistes tchadiens dont je suis le président.
pour parler de la résolution 4 du thème 2 concernant le réaménagement des grandes institutions, surtout la haute autorité de médias, la loi 31 portant régime de la presse écrite et médias électroniques au Tchad, et la loi 32 portant la création, attribution et fonctionnement de la Hama. Madame la Présidente, la loi 31 portant régime de la presse au Tchad porte beaucoup d'anomalies et de contradictions. C'est pourquoi les journalistes, lors de leur pré-forum tenu à la Maison des médias du Tchad, le 27 octobre, ont demandé unanimement la révision de la loi 31. Et je prends comme exemple, aujourd'hui, les journalistes sont punis pour une infraction ou un délit, et par la loi sur la presse, et par le code pénal. C'est lourd, Madame la Présidente, et ce n'est pas normal. Ça ne va pas aider l'éclosion d'une presse libre et pluraliste au Tchad. Et aussi, nous demandons l'implication de l'UJT à la phase de l'élaboration de la loi, comme fut le cas. C'est l'UJT qui avait proposé à la Conférence nationale souveraine en 1993 les premières lois qui ont régi les secteurs de la communication au Tchad. Et en 2010 aussi, lorsque l'Assemblée nationale a rejeté une loi sur la presse, je prends comme témoin le président Glandoxia Ouaïdou, a demandé l'implication de l'UJT, l'Union des journalistes tchadiens. Une commission tripartite a été créée pour proposer une loi à l'Assemblée nationale. Donc nous demandons l'implication des journalistes à travers leurs organisations à la phase de l'élaboration de la loi. Et aussi pour la composition de la Hama, lors de notre états généraux de la communication en 2009, nous avons, ce livre contient toutes les recommandations des états généraux de la communication. Nous avons recommandé plusieurs recommandations pour améliorer le secteur de la communication au Tchad, mais seulement une seule recommandation a été prise en compte lors de l'élaboration de la loi 31. Pour la suspension du journal, aujourd'hui on dit que c'est l'état général de la communication qui a recommandé, mais nous avons aussi recommandé la composition de la Hama pour augmenter le nombre de journalistes. Aujourd'hui nous avons 3, mais nous recommandons, les états généraux de la communication ont recommandé en 2009 que ça soit 4. Madame la Présidente, nous avons aussi parlé de la protection des journalistes. Bon, اليوم الجورناليست صراحة ما عندهم أي تقدير. أنتوا هسه كلكم قاعدين تحت هم واقفين بيطولوا من الصباح من أمس عشان يأثروا الكوفرتير ميدياتيك. البوليتيسيين المسؤولين كان عندكم تقدروا فيزيبيليتي تفتشوا الجورناليست، لكن في كيسيون بروتكسيون حقهم ما قاعد تفكروا أبدا. في الكوفر في ده أنا شخصيا مشيت في الكوميسارية سنترال كوميسارية الجماعة ليبري عدد كبير من الجورناليست كروبهم كلام كوفر فيه كلام شنو ما نعرف، وانا مشيت لديريكتور جنرال البوليس ديريكتور جنرال زاندرميري كلمنا كونوا الجورناليست ده بخدموا ابريل اير انا الكوفر فيه خليه يسمح لهم يخدموا، لكن تلقى بسبب بسيط كلام يعني واحد عنده كاميرا قاعد يفيلمي يدقوا الجورناليست مش انهم فيلجار ولا ديلينكان يمشي يسجنوا في كوميساريات الا نمشي احنا انترفينير للشمرق. انا شخصيا لقيت افان ديس ان سيمين هيني في رومبوين انا بالي دي كاس لقيت الجندارم قاعدين وقفوني قلت لهم يهودا كارت حقي قالوا نو ما انا خلوك تمشي ده ديكري انا بريزيدنت لا ريبوبليك انت موافق منا. انا قلت نو يا دي اكسبسيون وانا مشيت لك ديجا انا بوليس وانا الكلام معايا دونك جيتي اوبليجي دابيلي الانسبكتور لي بورت بارول دو لا جاندرميري حتى انتل الجندار عند التليفون خلاني مشيت. دونك الجورناليست الاخر ما عنده كونتاكت ده يسيكي كيف خلينا نحمل الجورناليست خلينا نبروتيجي الجورناليست. سي بوركوا nous recommandons madame la présidente que l'Assemblée nationale adopte une loi pour la protection et sécurité des journalistes et aussi faciliter l'accès à l'information. Vous avez peur de la presse, ouvrez vos portes à la presse pour qu'il n'y ait pas de désinformation, de rumeurs. Et l'UJT est disponible pour accompagner le gouvernement. Le pays a fait un grand progrès dans le domaine de la liberté de la presse depuis 1990 à 2018. Il faut qu'on préserve ces acquis et il faut qu'on protège la liberté de la presse. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le Président. La parole est à présent à Monsieur Aboubakar Borgo, représentant les médias privés.
شكرا سيد الرئيسة. أنا وعمري 21 سنة في السال ده 93 حضرت الكونفرنس ناشونال سوفرين 3 شهر. حضرت المؤتمر الشامل أجابوا الجمهورية الرابعة. الآن حضرت لتصليح المؤسسات. احتمال بكرة ما نحضر ونمشي لما جمع معروف، عشان كده بتكلم الصحيح. أولا أن احنا لنا شرف، العالم كله خايف من كورونا، العالم كله خايف من كريس. عندنا 600 نفر في السال، أن احنا بكل حرية بكل ديمقراطية نناقشه، والعالم ما في زول بيقدر بيسير الكلام ده اليوم إلا ببروجيكتير بياتوب فيديو. ده ذاته ما شرف. أن احنا نرجع لكلام واحد. امبارح انتوا قاعدين تتكلموا عن الجيش وجنرال الله يطيل في عمره، قلتوا يكتب لكم الراحة والأمن والاستقرار ده بفضل الجيش. عشان ده أنا داير كل وقت أن احنا نتكلم، ما قاعدين نتكلم عن الجيش والأمن. السولداء بيته إيجاره 10,000 ريال، زول بتاع سكريتي مرتبه 20,000 ريال. الناس دي البعض معنينا نفروا بيوتنا، عندهم تاني بيسموه كوميسيون كوبر بي بيطاردوا للصباح. يا اخوانا ما نشفقوا على الناس دي، وانا داير من السال يصفقوا، خلوا ميزانيه 40% من ميزانيه الدوله للجيش والامن، لانه علينا الامن بقياده المارشال، ان احنا ننعم هذا الدور اللي هسه نلعبه دي. عشان ده انا داير الكلام ده توصل لكل الناس والبرلمانيين، والمهندس الدكتور هارون كبدي قاعد زي ما فضل وأيت للمارشال، خليه يفكر لإياله وجيشه والأمن بتاعه، الإرجي والأمن العام والبيدي والجندرمري كلهم. أما ما يخص في مجال الإعلام، لا حياة لمن تنادي، الضرب على الميت حرام. عندكم التلفزيون الوطني، عندكم إلكترون تيفي، عندكم النصر، ديل 3 فقط اليوم في العالم. ما تسمعوا أي واحد يقول لكم دفع 400 ولا 500 ريال سويت لك أنا التلفزيون، لا، إلا القاي في الستليت. ديل بكفوا 10,000 وزيادة دولار في الشهر. الدولة ما قادر يجيب ولا بريزة عشان يساهم فيهم، والكلام ده هم بس اللي بنقولوا للعالم. الحيسسة ولا حماه كل واحد الكلب باشوم. وينو البيت اللي أدوا إمكانيات بيتهم اليوم مويه بجرجر، ما عندهم إمكانيات. الكوبر في بيجا زي ما قالوا أخوي عباس، لا اليوم ما قادرين يدوا كوبيل 640 كوبيل في جميع العربات لا في فوقه، ما قادرين يدوا مليالات بعد الساعة 10 بالليل عشان يمسكوهم يدقوهم. وين الإعلام؟ أن احنا نطالبوا مارشال يتداخل شخصيا. البرلمان يتداخل ما جابوا خبرهم. أخواننا المسؤولين في الأمن، بصراحة الإعلام دور كبير جدا. الناس يتكلموا عن العالم التشادي، شوفوا الألوان الثلاثة، الله جاب 7 ألوان، أن احنا عندنا 3، باقي الدول المقطعة حقتنا ال3 ده. الزول اللي بيفكر بيقول انه يغير العالم التشادي مفروض يتحاكم، لانه مات فوقه اكثر من 1,000,000 تشادي من 64 لحد بوما. هل ننسوا دور الناس اللي ماتوا ديل، العساكر اللي ماتوا ديل، وين حقهم؟ رومانيا ان احنا تشاد علمنا قبار رومانيا ومشى الجسيس وخلانا. السبب شنو تاني نرفعه؟ النشيد الوطني، النشيد الوحيد المترجم بلغتين في العالم إلا النشيد الوطني التشادي. يا جماعة صفقوا له، نغيره لشنو؟ بنفس القدر أن احنا نطالب بإعادة نائب رئيس الجمهورية لأسباب. رئاسة الوزراء تقيل، هو ذاته كون حكومته براو زي ما قبل أيام نعرفه جيد، عنده 770 مستشار، عنده كم شبه سيرفيس. كلامك ممتاز لكن فضل لك نص دقيقة. كويس، نص دقيقة ما عنده مشكلة. أن احنا نعيد برجل سفرة فيه. أخوانا سفرة فيه من زمن تنبل بايا الشعب أصحاب الكدمول ده بناقش مع سفرة فيه. البلديات الباقيين ما أعرف، لكن خلوا بلدية جميلة في حالة. علي هارون زمان ال10 اللي سمر بتقاي بس زول كم وقع في بير بقول لهم في الحله الفلانيه، هسه قسمتوا اي مير ما عنده صلاح يقول لك نايبين ما في، ما عندنا ايسانس، ما عندنا كلام الفارغ ده كله، خلوه يكون كوميننا بيلدن جمعنا. وشكرا لكم. Je passe à présent la parole à monsieur Ali Fadil.
شكرا علي فاضل جورناليست وبريزيدنت دي l'Union générale des jeunes tchadiens. نحن اليوم جينا هنا عشان نشوف بعد سنتين شنو اللي بقي وشنو اللي ما بقي. اولا نشكر الاخوه الصحفيين الجورناليست الناس كلها بيقوموا بشكروا اللجنه، لكن واحد شكر الجورناليست كان ما سمعته. الجورناليست دول كم هم اللي بيشوفكوا حول العالم ياتوا، كم الجورناليست دول الجايب خبركوا ياتوا. شكرا للجورناليست وشكرا للكاميرامان الاخوه في الاعلام. انا ما بنطول في كلامي لكن نقاط معينه. اولا رئاسة الوزراء دي يا جماعة كان قاعدة لكن بقت لنا تقيلة. رئاسة الوزراء ذاتها مكون دولة لوحدها، فقلنا رئاسة الوزراء تقيلة شالوها برا. قعدنا سنتين لقينا العمل ما ماشي، العمل كله قاعد في جهة واحدة، العمل بقي تقيل ما ماشي. حسا جينا نشوف الحلل شنو. الحلل أنا من أيد الناس الجبال قالوا يكون للرئيس نواب 2، للرئيس يكون له فيس بريزيدنت 2، واحد يكون عربفون وواحد يكون فرنكفون. الحاجة الثانية بالنسبة لي هاشكاد أو كمان الشيوخ التقليديين. يا جماعة الشيوخ التقليديين دول احنا ما عندنا شيف ديكانتو، وعندنا الشيوخ برا في الفرقان وفي القواقر، عندنا شيوخ برا. بتان قمينا أسسنا مؤسسة سميناها الشيوخ التقليديين، وناس ذات اللي بحدثوا باسم التقليديين هم قاعدين فين جمينا داخل، قاعدين فين جمينا داخل معانا باكلوا بشربوا، وهم دول بيمثلوا الناس اللي قاعدين برا. خلال سنتين ده شنو اللي سووه؟ هل مشكلة واحدة كلها قدروا يحلوها؟ أي مشكلة حصلت صغيرة كلها كم الحكومة تدخلت ما بتنحلها، يعني هم عاجزين ما بحلوها. اليوم جوهم بيقولوا السبب اللي خلانا نقدر نحل المشاكل ده عشان ما عندنا ميزانية. المؤسسة دي هسه ما نحلوها، خلوها تقعد لكن ادوم ميزانية عشان يمشوا قدام. ده الاقتراحين. الحاجة الثالثة بالنسبة لنا ان احنا عندنا مشكلة كبيرة. السيدة الرئيسة منستر مريم محمد نور، ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في تشاد، مشكلة العربفون والفرنكفون. مشكلة دي نادم تتطرق لها ما فيه. امس الناس اللي قاموا الريزوليسيون او كمان المخرجات التوصيات، الناس اللي قاموا قروها من امس لالوم ده كلهم اللي قاموا قروها دول فرنكفون زول عربفون فوقهم واحد كل ما فيه. هل انتم متخيلين تشاد ما عندها عربفون كادر عربفون ما فيه؟ والله الناس اللي بحملوا الدكتوراه من العربفون اليوم ادتهم اكثر من الفرنكفونيين، اكثر من الفرنكفونيين. وانا منأكد لك انا كنت انسينيا في اليونيفرسيتي انجمنا. العدد العربفون اللي عندهم دكتوراه اكثر من الفرنكفون، لكن رغم ذلك في ناس قاعدين هنا معانا في الصال كبارات ما بدور تهجي في العربفون والفرنكفون. كن قميت تهجي في العربفون والفرنكفون ده بقول لك لا اخي ما تهجي في المشكله دي. علينا نشوف الناس الكمبيوتر. يعني انت متخيل كون الكمبيوتر ده عربفون ما فيه؟ عربفون قاعدين. علينا نطلب منكم انتم العربفون دول يا جماعه من بعد اليوم العربفون خليه كلهم اعتبار في الدوله دي انطيناها للفرنكفونيين 60 سنه ما ودوها قدام. المره ده خلوا العربفون يمشي معاكم كلهم المينسترات كل الديركتورات شنو كل انطيناه للفرنكفونيين، والعربفون خليناهم مهمشين كأن ناس اجانب. انا خلاص اختصر كلمتي واقول لكم العربفون انطوهم مكانتهم. الحكومه اللي جايه والتعيينات اللي جايه العربفون ناس عندهم وطنيه. رئيس الجمهوريه 2015 قال العربفون عندهم وطنيه، المارشال نفسه قال العربفون عندهم خبره، العربفون عندهم حب الوطن. خلوا لهم الدوله العربفون يشاركوا معاكم. Tu es en train de sortir des thèmes là, il faut être dans les thèmes. Je ne peux pas le dire en arabe. C'est bien que c'est ma langue maternelle. أنا عارف ده موضوع مهم جدا، عشان كده المسؤولين الكبار ما بدوا يلمسوه. الموضوع كونه عربفون يبعدوهم ده ان احنا ما راضيين به. ان احنا نطلب من رئيس الجمهوريه في التعيينات اللي جايه العربفون دول ناس عندهم حب الوطن، ناس كوادر، ناس عندهم خبره. الدوله يستطيع ان يبنوها كما الناس بنت دبي ولا ماليزيا ولا الدول العربيه دي. كان ان تطال العربفون شاركتهم يبنوها مثل ده. وشكرا لكم. شكرا. ننتيك بلاغ يعني بفرحك
المشير تشاد قال نعملوا مؤتمر زي ده في البيلينجيزم ان شاء الله قدر اخر شهر 11 ونلم فوق كان شويه كل 400 شخص ونناقش ونلقوا حلل. ده الشيء اللي بيفرحكم. Maintenant, je vais passer la parole au gouverneur. Donc, monsieur le gouverneur Hassan Terap. Merci Madame la Présidente. Depuis hier, tous les gouverneurs n'ont pas pris la parole parce que nous avions assisté à des préforats et tout ce qui a été restitué fidèlement, c'est le fruit de nos travaux. Mais cependant, je vous ferai économie également de certains passages, mais je vais m'appesantir sur 2 ou 3 rubriques. Je voudrais dire une chose. Il se dégage, du moins c'est mon avis, il se dégage une unanimité pour un poste de vice-président. Mais j'ai écouté beaucoup de gens dire ce matin, premier vice-président, deuxième vice-président, une femme, un homme. Moi je pense qu'il faut qu'on s'en tienne au principe de création d'un poste de vice-président. Les restes, laissons aux législateurs de définir le contour. Le problème de nomination dans les postes de commandement. J'ai écouté certains dire qu'il faut nommer des administrateurs des énarques. Je ne suis pas un paranoïa de plus pour dire tout rattaché à moi. Je suis aussi énarque, mais j'ai dit tous les énarques ne sont pas disposés à assumer des postes des agents de commandement. Ça, il faut que les gens le reconnaissent. Je parle sous le contrôle de professeur Dr Kassiré, de ministre Oudengar, du doyen Grabedo, qui sont là. Ce n'est pas tous les énarques qui sont aptes à assumer les fonctions des agents de commandement. Jean-Pierre Magnam disait quoi? Au Tchad, un meilleur enseignant équivaut à un bon administrateur. Aussi, il faut chercher, n'est-ce pas, à connaître l'histoire du Tchad. Depuis 1960, il y a des zones qui sont exclusivement, les agents de commandement sont des militaires et qui sont bien administrés au Tchad depuis 1960. Donc il ne faut pas exclure tout le monde. Le poste des agents de commandement ne relève pas, ce n'est pas l'apanage des énarques. Je suis énarque, mais ce n'est pas l'apanage des énarques. Donc, c'est quand même un pouvoir discrétionnaire. Je suis d'accord avec vous. Quand on parle des sous-préfets, des sous-préfectures, ce n'est pas les sous-préfectures qui posent problème. Ce qui pose problème, c'est le choix des sous-préfets. C'est le choix des sous-préfets. Et aujourd'hui, je l'ai dit parce que je suis gouverneur, je le vis. L'administration sans les sous-préfets, l'administration est bancale. L'administration est bancale. Qu'est-ce qu'on a dit dans les préforats? Il faut rétablir les sous-préfectures. Maintenant, les communes, il faut que les communes soient au niveau des provinces et des chefs-lieux des départements. Dans certains villages, on a créé des communes, mais les communes ne fonctionnent, ils n'ont pas de ressources. Ils vont attendre les subventions de l'État. Donc c'est là le problème. Donc, je pense qu'il faut que cela soit clair. Il y a également sur les aptitudes intellectuelles raisonnables par rapport à la fonction des députés. Il faudrait qu'on soit quand même juste. Un député, c'est quelqu'un qu'un parti politique a présenté. Et les partis politiques ont 3 types il y a 3 types de militants dans les partis politiques. Il y a les intellectuels qui grattent les papiers, qui écrivent les textes des partis. Il y a les opérateurs économiques qui donnent les moyens pour financer le parti. Mais il y a des gens qui sont populaires et qui drainent beaucoup de gens. Et vous voulez un niveau ou un diplôme? Non, ne soyez pas sérieux. Est-ce qu'en créant les partis, là, on a demandé le diplôme de chef de parti, là? Soyez raisonnables. Donc, je voudrais vraiment m'arrêter ici pour ne pas dire beaucoup de choses,
mais il faut qu'on reconnaisse que personne ne détient le monopole ou le privilège exclusif de la vérité. Chacun donne son point de vue, mais ensemble, il faut qu'on trouve un consensus. Voilà. Donc, nous n'allons pas réécrire l'histoire du Tchad ici. Non. Nous sommes venus pour le 74 résolution. Mais tout à l'heure, j'ai écouté les gens parler de l'histoire des drapeaux. Mais si l'histoire des drapeaux est vraie, et qu'on a intenté une action envers le Tchad, et que les Nations Unies ont demandé au Tchad de changer de drapeau, il ne faut pas qu'on soit surpris. Quand on nous a donné le verdict de Daouzoula, on était contents, non? Maintenant, si on nous demande de changer, changeons. Oui, changeons. Mais changeons comment? Attendez, on change comment? On change, attendez, c'est mon point de vue. On peut changer? Non. S'il vous plaît, pas de dialogue. S'il vous plaît. De changer. Mais comment on change? Mais attendez, je donne mon point de vue. S'il vous plaît. On a le bleu, jaune, rouge. S'il vous plaît. Le bleu, jaune, rouge. Mais à l'intérieur du jaune, on met quelque chose, un signe distinctif. C'est tout. À l'intérieur du jaune, moi je propose. Concluez, s'il vous plaît, gouverneur. Il faut conclure. Je propose, à l'intérieur du jaune là, on met une étoile brillante. Une étoile brillante, c'est tout. Ça, c'est mon point de vue. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, gouverneur. Merci beaucoup, gouverneur. Un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme. Vous êtes fatigué, je comprends, mais un peu de calme. Bien, je passe la parole à la gouverneure Hawa Othman Jami. Je peux enlever ça, non? Ya Jama'a, salam alaikum. Je crois qu'il y a une femme présidente qui a ouvert, qui a présidé et qui est en train de présider les travaux. Et c'est pour cela qu'on a laissé tous les hommes et les femmes passer et une femme en dernier va passer. Ceci étant dit, nous avons discuté, nous le gouverneur, dans nos régions respectives, les 23 régions. Je pense que vous appartenez tous à une région quelconque. Et normalement, il n'y a même pas de débat. Les partis politiques, tout confondus, et le MPS en tête, parce qu'il est le garant de nos activités. Le chef de l'État est le garant. Et c'est pour cela que chaque parti politique prétend avoir des sièges dans les régions. Et s'il a des sièges dans les régions, nous, gens des régions, nous avons convoqué les 12 personnes que vous nous avez dit, à savoir syndicats, droits de l'homme, femmes, jeunes, même si jeune peut être une femme ici, jeunes, tous ceux qui sont partis comme jeunes sont des hommes, et gouverneurs, etc., les 12. Dans certaines régions, les gens ont demandé leur droit d'entrée. Ils ont pris toutes les précautions et nous ne les avons pas empêchés parce que c'est un forum inclusif et national. Et c'est pour cela que nous avons discuté dans nos régions et les résolutions qu'on avait prises, je crois, madame, vous sont parvenues. Mais néanmoins, maintenant, nous pouvons parler individuellement. Nous, moi en tout cas, en tant que gouverneur et ayant résisté, parce que les questions m'ont torturé depuis hier. Mais
mon nom, c'est un H qui va à la fin. J'ai bien accepté pour avoir la parole parce que c'est ici que je dois parler. Nous, en tant que gouverneurs, et je parle de gouverneurs, le 6, parce que la région de Adjaramis avait accueilli 6 gouverneurs, et pas des moindres, y compris N'Djamena. Nous avons discuté. Et ce qui était sorti est que pourquoi ne pas prétendre à un vice-président dans la mesure où même quand il y avait un premier ministre, les choses s'accumulent, les dossiers ne sont jamais effacés. Nous, quand on était au EGG, nous avons signé 3013, nous avons le compte à la maison. Dossier de fonctionnaires, mais c'est resté, la pluie est venue éclater ça. C'est pour cela que nous disons que la vice-présidence, c'est tout naturel. Un premier ministre, c'est bon, mais il ne peut pas prendre de décisions et nos papiers restent là-bas. Deuxièmement, donc nous optons, moi et les autres chez moi ont opté les CIR pour la vice-présidence. Nous avons un autre problème, celui de l'administration. Oh, les gens crient que les gouverneurs bougent beaucoup. Les gouverneurs remplissent la télé, mais c'est de par nos activités. Les ministres ont 2 kilomètres à faire pour aller au bureau, certains même 1 kilomètre. Nous, on fait des centaines de mille, parfois 2000 kilomètres dans certaines régions pour atteindre notre cible qui est la population. Et on travaille malgré ça, parce que nous sommes les représentants de l'élite, nous sommes les représentants des chefs d'État. On nous accuse de n'importe quoi. Si quelqu'un sait qu'un gouverneur a fait une chose, mais il y a l'inspection, amenez-nous l'inspection et on va répondre. Mais personne n'a le droit de mettre de ce genre de choses sur le dos de ceux qui représentent l'État. Nous représentons l'État. Deuxièmement, par rapport, non, laissez-nous parler. Par rapport au sous-préfet, nous avons besoin de sous-préfet. Ce n'est pas d'un sous-préfet intellectuel, ce n'est pas d'un sous-préfet non intellectuel. Nous avons besoin d'un sous-préfet qui connaît ses attributions et qui les exécute, c'est-à-dire travailler en étroite collaboration avec la population. Troisièmement, souvent, nous sommes des gouverneurs de région. Il n'y a pas une minute qui passe où on ne nous appelle pas pour des combats meurtriers, des combats fraternels, des combats communautaires. Et ces combats-là sont exacerbés par les téléphones qui partent de ceux qui vivent en N'Djamena. Et donc, à dorénavant, s'il y a des choses comme ça, nous on va demander, et souvent on a demandé, on nous dit non, c'est mon frère tel ou mon frère tel qui m'a dit de ne pas accepter. Si on les fait, on va les mettre à la télé, ils vont appeler leurs parents là, pour que tout le monde sait qui allume le feu en brousse. Par rapport à la députation, les députés, il est élu par les gens qu'il aime bien, par les gens qu'il travaille. Les députés instruits ne descendent même pas dans les régions, ne connaît même pas sa propre région. Donc, il nous faut des députés qui aiment leur pays, qui ne discutent pas seulement pour leur village, mais dès qu'il y a un problème quelque part, ils vont aider les chefs coutumiers et aider les gouverneurs à mettre de l'ordre. Mais pas des députés qui ne connaissent que leur village, mais ils ne connaissent même pas le reste des noms des autres villages. Donc, un député, c'est celui qui est aimé et qui est normalement élu et qui est populaire chez lui. Pas les députés où on amène les dossiers et on va balancer un député qu'on n'a jamais vu dans le village. Ça, c'est... Nous avons un problème. Hier, dans nos assises régionales, je ne sais pas,
peut-être que le militaire a sa déontologie, mais on ne nous a pas dit d'inclure les militaires. Mais aucun gouverneur ne fait dire qu'il a gouverné s'il n'y a pas les forces de défense et de sécurité. Parce que sans eux, nous ne pouvons rien. Mais ces forces de défense et de sécurité, je ne rentre pas dans le domaine secret de la défense, mais j'ai dit qu'une fois qu'ils sont affectés dans telle ou telle région, comme les gens autres, comme les gens titulaires doivent habiter dans la région où ils sont affectés. Ils sont en N'Djamena, ils font tout, mais quand il y a quelque chose qui est rentable, en 5 minutes, ils sont dans les régions. Ça, là aussi, on ne veut pas d'explication. Nous ne savons pas si le matériel, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, ont des véhicules. Il vous reste 30 secondes. Je vous ai laissé parler. Il vous reste 30 secondes. Merci, madame. Donc, les forces de défense et de sécurité doivent avoir des roues, des véhicules, etc. Si on prend en réquisition pour acheter un seul pneu, nous sommes des voleurs. Mais où se trouve leur budget de matériel? Là est la question, madame. Mais j'ai dit que nous sommes d'accord pour une vice-présidence, pour des députés populaires, pour des sous-préfets qui répondent, pour anéantir certaines communes, parce que les gens se sont arrogés le droit de faire d'un village une commune. Nous ne pouvons pas gérer un village comme commune. Merci. Merci beaucoup. La parole est au gouverneur Hissène Mougini. Hissène Mougini, il est dans la salle? Il n'est pas dans la salle? Ok, il n'est pas là. On continue. Donc, je passe maintenant à la jeunesse. La parole est à Fatima Boukar Kossé. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Maman Tantine Hawa, vous avez tout dit, Kalam Alfi Galbida, Kula Wereti. Et vraiment bravo à vous, bravo. Mais que cela ne tienne, s'il vous plaît, n'accusons pas les sous-préfets. N'accusons pas toujours les sous-préfets. Le problème est beaucoup plus ailleurs. Et je sais de quoi je parle. Gardons le 212 sous-préfets. Et au lieu de 414 communes qui sont équivores, et les élections coûtent cher. Donc, s'il vous plaît, disons la vérité. N'accusons pas les sous-préfets. Et je profite de votre tribune pour demander aussi la grille salariale des administrateurs. Je vous avoue qu'ils ne peuvent pas accomplir leur mission avec ce qu'ils gagnent actuellement. Il faut revoir. Gibel Zol Kalamani, gal salaire un administrateur, c'est depuis 1960. Imaginez depuis 1960 que ce soit les sous-préfets, les préfets. Vous savez. Alors, ici, je joins ma voix aussi à ceux qui demandent l'introduction du poste de vice-présidence. Mais je suggère que ce soit une femme. La femme, elle est capable. Je dis très bien. Vous avez vu, Hassa Chouftou Awin Alhin Rahin Beblouz, depuis hier, Gaï Wasoufouna Kikef,
ne respecter mesures barrières, c'est les femmes. Et je vous tire chapeau, mes sœurs. Merci beaucoup. Si vous avez fini, je prends 5 jeunes, 5 personnes ressources, 5 magistrats et je reviens encore aux jeunes. Voilà. Donc la parole est maintenant à Rehana Adam Saleh. Je vous remercie, Madame la Présidente, de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Rehana Adam Saleh et je suis présidente d'une association de jeunes dénommée Freedom. J'aimerais axer mon intervention par rapport au thème 2. Je joins ma voix pour que le président de la République soit suppléé dans ses fonctions et que ses lourdes tâches soient allégées. Maintenant, il y a 2 options qui ont été énoncées par mes frères et sœurs dans la salle. L'option de la restauration de la primature et la création d'un poste de vice-président. Depuis ma naissance, ou disons depuis mes premiers pas, nous avons été témoins de la primature. Il y a de cela 2 ans, dans cette même salle, il a été décidé de sa suppression. Et je pense que c'est pas par hasard. De ce fait, je soutiens la création du poste de vice-président pour qu'on puisse essayer et voir où ça peut nous mener. Deuxièmement, il y a une question qui me préoccupe énormément. C'est la question du salaire minimum. Je pense, selon mon humble avis, qu'il faut revoir cela à la hausse. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leur propre maison et qui ont un salaire minimum de 60 000 francs. Ils doivent payer le loyer, ils doivent s'occuper de leur famille, inscrire leurs enfants à l'école, nourrir aussi leur famille. Et je pense qu'un salaire minimum de 60 000 francs n'est pas suffisant. Donc cette question est très importante et j'aimerais qu'on puisse revoir à la hausse. La troisième des choses concerne le drapeau du Tchad. Je soutiens le maintien de nos couleurs. Ces couleurs, bleu, jaune, rouge, c'est notre identité. On a grandi en aimant ces couleurs. Donc, je suis pour le maintien de ces couleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à présent à M. Waïl Issoubo. 5 jeunes et j'arrête pour passer au suivant. Ensuite, je reviens à vous. Voilà. Kabir est sur la liste. Oui, il y a beaucoup de gens sur la liste. Bon, je passe la parole à Kabir Mamad Abdoulaye. Merci, Madame la Présidente. Je dis aussi bonsoir et salam alaikum à tous les participants. Je vais directement à 3 sujets qui me préoccupent beaucoup. L'un que tout le monde connaît, c'est la question sur l'âge de candidature à l'élection présidentielle. Dans cette même salle, nous avons adopté que l'âge de candidat à l'élection présidentielle est de 35 ans. Mais par hasard, nous avons trouvé dans la nouvelle constitution, l'âge a été augmenté à 45.
Mais qui a fait ça? Les membres de la commission de rédaction savent très bien qui a autorisé d'introduire de 35 à 45 ans. Nous ne l'avons pas adopté ici dans cette salle en mars 2018. Celui qui peut me contredire, je le défie. Pour avancer, vous savez très bien que par exemple au Gabon, sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais âgés de 78 ans révolus. Au Sénégal, 35, Cameroun, 35, Niger, 35, Côte d'Ivoire, 35, Mauritanie, 27, Niger, 35, Brésil, 35, États-Unis, 35, France, 18, Algérie, 40. Dans le monde, seule la Chine qui a fixé l'âge à 45 ans pour le président et le vice-président. Uniquement en Chine. Partout dans le monde, en Afrique, seul le Tchad qui a fixé l'âge de candidat à l'élection présidentielle à 45 ans. Voulons-nous se référer à la Chine par rapport à la démocratie, par rapport à la liberté d'expression? Je ne pense pas. Donc, je réclame et je propose ce qu'on a adopté en mars 2018 soit rétabli. Ce n'est qu'un droit pour tous les Tchadiens. L'âge moyen au Tchad, c'est 19 ans. L'âge moyen au Tchad, c'est 19 ans. L'âge médian, c'est 14,8 ans selon l'INSET. Plus de 80% des Tchadiens sont âgés de moins de 45 ans. Et à travers ça, ça indique clairement que le Tchad, c'est une population très jeune. Si, par exemple, en Italie, l'âge a été reporté à 50 ans, c'est très simple parce qu'en Italie, l'âge médian, c'est 45 ans, l'espérance de vie, c'est 85 ans. Or, au Tchad, l'espérance de vie, 52 ans pour les femmes et 50 ans pour les hommes, 52 ans pour les femmes. Donc, par rapport à ça, j'ai depuis 2018, sur les réseaux sociaux, sur RFI, sur tous les médias, je suis en train de parler sur cette question et heureusement, le maréchal a décidé qu'il va y avoir un forum et c'est l'occasion. Je crois qu'il est en train de me suivre et pour lui demander aussi, il est aussi d'accord qu'on rétablisse l'âge à 35. Ce n'est pas contre moi seul, mais cela concerne aussi tous les Tchadiens. Tous les Tchadiens. Je sais très bien que j'ai été candidat indépendant à l'élection présidentielle en 2016. Et les gens savent très bien qu'en 2021, je n'aurai pas 45 ans. Si tel était le cas, d'ailleurs, je ne serai même pas candidat en 2021. Donc, il ne faut pas bloquer les autres Tchadiens qui ont l'aptitude de se présenter à l'élection présidentielle. Deuxième point, sur la question de vice-présidence. Beaucoup de Tchadiens, depuis 1960, se battent, font la guerre pour être président, pour encourager un autre qui va être président. Je propose qu'on va proposer le poste de 2 vice-présidents et je propose à nos frères qui sont dans le mouvement armé que l'un des postes soit pourvu à eux et comme ça la question de rébellion sera traitée. Troisième préoccupation, aujourd'hui nos frères tchadiens qui sont à l'étranger souffrent par rapport à la question des passeports, les passeports biométriques. Donc faisons tout moyen possible à ce que nos frères et sœurs tchadiens qui sont à l'étranger puissent vraiment avoir les passeports biométriques, y compris la carte d'identité nationale biométrique, la nouvelle. Dernier point, je vais finir. Sur le rapport qui a été présenté ici, il n'y a aucune information financière. Est-ce que vous n'avez pas des économistes pour participer dans la rédaction de ce document? Quand on a lu avec vous, tout le monde ici, il n'y a même pas de données statistiques, il n'y a même pas d'informations financières. On ne peut pas parler de réformes institutionnelles sans pourtant parler des questions économiques, des questions budgétaires. Dans l'ancien rapport, le Haut Comité technique a prévu que la réforme de nouvelles institutions doit avoir un budget de 303 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, dans la présentation, on n'a même pas vu un seul chiffre
par rapport à ça. Est-ce que les 300 milliards de francs CFA ont été réalisés ou ont été réalisés à partir de quel niveau? Il n'y a aucune référence dans ce document. On ne peut pas parler de réformes sans parler des questions économiques, les questions des secteurs privés, les questions des entreprises. Nous sommes aujourd'hui frappés par la crise économique, accentuée encore par la crise de Covid-19, qui va continuer encore d'ici 2-3 ans. Donc parlons aussi des questions économiques dans ce forum. On ne peut pas parler sur des institutions, sur telles on va supprimer, telles on va restaurer, mais sans pour autant parler des questions économiques et budgétaires. Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé. Merci beaucoup, madame. Pour M. Kabir, je passe la parole à Youssouf Anadif. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste préciser que je suis parmi les personnes ressources et non pas parmi les jeunes dans l'inscription, comme vous l'avez demandé tout à l'heure. Je remercie d'abord le comité d'organisation pour avoir vraiment pris les dispositions nécessaires en un temps record pour l'organisation de cette rencontre si importante. Et personnellement, j'aimerais intervenir sur 5 points. Tout d'abord, sur le régime présidentiel. Il y a de cela 2 ans, dans cette même salle, on s'est réunis. On s'est dit que la primature n'a pas sa raison d'être. Ok, ça a été fait. Mais 2 ans après, est-ce qu'il y a eu une évaluation de ce qui a fonctionné quand même? C'est-à-dire, dans ce régime présidentiel, est-ce que les choses ont mieux fonctionné que quand la primature existait? Parce qu'on dirait que quand on parle, c'est des vœux, c'est des, je sais pas, des promesses, parfois des combines. Sur quelle base? Moi, je vais dire, je vais accepter la vice-présidence. Sur quelle base je peux vous dire, non, 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 la primature doit revenir? Est-ce que c'est un vœu? Si c'est des vœux, tout le monde a ses vœux et c'est subjectif. En principe, on devrait évaluer le fonctionnement des institutions durant les 2 ans écoulés, quand on s'est réunis ici en mars 2018. Moi, je pensais que ça allait être un nouveau départ, parce que quand on nous avait dit la primature est très lourde, elle est budgétivore, elle crée un autre personnage avec une forte personnalité à côté et qui générait quelque part, j'ai compris qu'il n'y a pas eu d'évaluation, mais je me suis dit qu'au moins quand on va se retrouver dans 2 ans, les gens vont prendre conscience et ils vont évaluer ce qui a été fait. Parce que sans évaluation, on ne peut pas décider de la suppression ou encore de la création, parce que ça serait du superflu, madame. Sincèrement, c'est mon avis personnel. Et là, je n'ai aucun avis par rapport au régime présidentiel, s'il faut créer la vice-présidence, mais j'avais suivi un intervenant qui avait très bien parlé. Il a dit, mais cette vice-présidence-là, c'est le mode de dévotion de cette vice-présidence-là qui inquiéterait quelque part certains. Ce n'est pas la vice-présidence en tant que telle. Et si c'est la charge de travail, parce qu'il y a certains qui disent qu'il y a une lourde charge de travail et qu'on va créer le vice-président, on va faire 2, pour d'autres 3, à une femme, un arabophone. Là, ce n'est pas le problème. Un arabophone, un francophone, ce n'est pas un jeune, une femme, ce n'est pas ça qui va résoudre nos problèmes. Quelles sont les attributions de ce vice-président? Est-ce qu'il aura les mêmes attributions que le chef de l'État? Et dans ce cas, ça ne sera pas suffisant parce que le chef de l'État, il est déjà là, il exerce sa fonction, il est en pleine forme, on l'a vu hier. Mais l'organigramme même de la présidence doit être revu parce que c'est le problème d'assistanat dans l'accomplissement de la mission qui fait défaut. S'il y a certains qui parlent de la primature, ce n'est pas parce qu'ils veulent que ça soit la primature en réalité, mais ils voient que dans la primature, il y a une organisation qui fonctionnait. Et il faut assurer cela, que la vice-présidence soit créée, mais il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, qu'il y ait un staff compétent, une révision d'organigramme, et pas que ce n'est pas chaque responsable qui vient en place, parfois pour faire partir certaines têtes, il supprime les postes. Et il les recrée quand il veut faire revenir d'autres personnes. Ça, on le connaît, ça existe. Ça, vraiment, j'aimerais que cette question-là soit vraiment réfléchie.
je suis aussi de ceux qui avaient plaidé pour la réforme de la médiature en 2018. Quand j'avais fait de la plaidoirie ici, j'avais proposé à ce que les chefs de canton puissent être dans cette structure qui est appelée aujourd'hui H4. Ce n'est pas par hasard parce que ces chefs de canton, ce sont des médiateurs locaux. On l'avait dit ici en 2018. Chacun résout des problèmes dans sa localité, celle qui ressort de son ressort territorial. Donc, ce n'est pas par hasard. Et quand on a entendu ici certains du H4 qui disaient que dans leur institution, ils se chargent de la mise en œuvre de la cohabitation pacifique, ils se chargent de la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs, intercommunautaires. Quel médiateur vous voulez créer encore au chef de l'État là-bas? Il va fuir le chef de l'État. Vous lui donnez tout, jusqu'à tel point que lui-même, certainement, il se sent dérangé parce qu'il s'est dit, mais qui va faire le travail? Pourquoi encore greffer au chef de l'État un médiateur? Il suffit de changer la dénomination de ce H4. Les attributions, ils sont là, puisqu'il y a la cohabitation pacifique, il y a conflit intercommunautaire, il y a agriculteurs-éleveurs. Moi, je ne vois pas la nécessité de créer un médiateur encore. Ou bien on va l'appeler le médiateur et ils seront là. Les chefs de canton doivent être là, pas tous, mais certains vont les représenter. Pouvez-vous résumer, s'il vous plaît? Oui, j'ai 2 minutes, je suis en train de chronométrer. La Cour des comptes. La Cour des comptes, on s'est réunis ici en mars 2018. On avait évoqué les directives 1 et 6 de la CEMAC. On a beau crier ici dans cette salle, mais il y avait une volonté qui était quand même arrêtée, figée, pour compresser, bon, prétextant qu'on était en difficulté financière. Mais maintenant qu'on parle d'embellie, essayons de la remettre. Mais ce n'est pas seulement au vu de nos engagements internationaux. Il faut voir l'utilité de la Cour des comptes. Ce n'est pas l'IGE, c'est différent. Il faut lire les textes. Pas à vous, madame, je m'adresse à tout le monde. La Cour des comptes, elle s'impose aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2021, nous allons basculer du budget par activité vers le budget programme. Le budget programme stipule que pour chaque ressource allouée, il faudrait qu'il y ait une amélioration des indicateurs. Par exemple, on alloue 1 milliard pour la réduction de la mortalité maternelle, le ministère des Finances l'alloue. Au bout du compte, on aimerait savoir la mortalité maternelle a baissé de combien de pourcents? Si elle est de 860 pour 100 000 naissances vivantes, est-ce qu'elle a été réduite à 800, à 750? C'est vraiment une mesure d'impact. Non seulement ça, je vais me résumer, je sais que maintenant ça commence par les ODD. Même pour les ODD, pour assurer l'état de mise en œuvre des orientations, des recommandations qui ont été faites, il faut une institution supérieure de contrôle qui puisse être indépendante et autonome. Et il n'y a que la Cour des comptes qui est indiquée pour cela. Les missions IGE, Cour des comptes sont carrément différentes. Résumez-vous, vous avez dépassé les 3 minutes. Je vais finir, c'est le dernier point. Le problème des sous-préfectures. Moi, je ne parle pas seulement des sous-préfectures, moi je parlais en général. Dans le gouvernement, il y a une instabilité dans les nominations. Il y a du clientélisme, du népotisme. Tous ces aspects-là. Comment on va faire pour les juguler? Parce que le problème n'est pas un problème d'institution, mais un problème de personnes qui dirigent ces institutions-là. Vous êtes là, vous êtes sous-préfet, on vous nomme un préfet qui n'a jamais été à l'école. Vous avez fait l'ENAM de Paris, je ne sais pas où. Vous n'allez pas vous comprendre. Et c'est à tous les niveaux. Et c'est ça qui... J'ai de vous couper les micros, s'il vous plaît. Ne coupez pas avec tous mes respects. Voilà. Une seconde, merci. Bien, mais... ressources. Mais avant ça, il y a l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, M. Nasrouedo, qui a demandé la parole. Ah bon, j'ai vu votre main levée. D'accord. Ok, donc je vais prendre 5 personnes ressources. Alors, ils sont les personnes. Les doyens. Je prends 5 et je reviens encore aux autres. Pas de motion, pas de liste additive. Bon, je salue tout le monde. Ceux qui ont sommeil, ils n'ont qu'à se réveiller. Bien, c'est juste pour vous faire une suggestion. À
À la fin de cette rencontre, je propose qu'on prenne une résolution qui concerne la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut interdire le feu de brousse. Il faut interdire la coupe abusive de bois. C'est vrai que nous avons besoin de bois pour préparer à manger. Mais la protection de l'environnement est très importante. J'ai eu l'honneur de participer à la conférence consultative des environnements à Stockholm en 1972, pardon. Et ça a été pour moi jusqu'à aujourd'hui un manque de sommeil. Parce que chaque fois que je vois un arbre coupé, je me demande comment il va repousser. Quand je vois qu'on dévaste de grands territoires, quand je vois qu'on utilise les engrais qui après affaiblissent le sol, croyez-moi, c'est un manque à dormir pour moi. Je suis un fils de cultivateur, moi je suis cultivateur. La terre là, c'est notre mère. Bonne année. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Youssouf Abassala. Youssouf Abassala est dans la salle. La parole est à Monsieur Abdelrahman Koulamalla. Merci, Madame la Présidente. Avant de faire mon intervention, j'ai entendu tout à l'heure, ce matin, un membre de l'opposition, rassurez-vous, Monsieur Dastra, je vais citer personne, dire que nous sommes un régime dictatorial, ou plutôt un pouvoir dictatorial. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses dans cette enceinte et au moment où nous sommes là. Le régime actuel garantit les libertés de tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons une pluralité de partis politiques, nous avons une pluralité de journaux et il n'est pas normal de le dire en direct à la télévision que le pouvoir actuel est un pouvoir dictatorial. Je voulais juste le souligner avant de venir à mon intervention. Nous avons, Madame la Présidente, la fâcheuse tendance de vouloir tous les ans changer changer nos institutions. Nous venons de mettre en place un nouveau régime qui est le régime de la 4e République. Bon, les juristes ont des mots assez forts en parlant de régime présidentiel intégral, régime présidentiel rénové. J'ai même entendu ce matin, on parle d'un régime parlementaire, d'un régime semi-parlementaire. Il n'existe, à mon avis, et je ne suis pas juriste, que deux régimes, le régime présidentiel et le régime parlementaire. Quelles sont les caractéristiques de ces deux régimes? Le régime présidentiel, c'est le gouvernement où les ministres sont responsables devant le président de la République, et le régime parlementaire, le Premier ministre où le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Nous avons fait le choix de prendre un régime présidentiel. C'est un style de gouvernement, un style de vie. Ça n'a rien à voir avec la dictature. On ne peut pas dire que les États-Unis sont un État dictatorial parce qu'il y a un vice-président. Il ne faut pas confondre les choses. Si les gens ne savent pas ce que c'est que la dictature, notre génération sait très bien qu'est-ce que c'est qu'un despotisme obscur qui a jalonné tout au long de l'histoire de notre pays. Maintenant, en ramenant la primature, qu'est-ce qu'on veut? On veut revenir à un ancien régime. Mais donnons du temps à notre régime d'aller plus loin. Quelqu'un l'a souligné ici, on a à peine 2 ans. Une constitution, pour voir son efficacité, il faut des dizaines d'années pour qu'on voit si elle commence à bien fonctionner ou pas. Maintenant, je vais aller assez rapidement concernant l'âge des candidats. Et là, j'étais ici dans cette enceinte-là, j'avais 37 ou 38 ans, et jamais je n'aurais accepté que dans notre constitution, on demande pour être candidat au présidentiel avoir 45 ans et mettre des barrières
On ne peut pas demander à la jeunesse de participer à la vie politique du pays. On ne peut pas demander à la jeunesse d'aller voter et priver la jeunesse du droit d'être éligible et mettre des barrières à l'éligibilité de la jeunesse. Je l'ai proposé à la télévision et plusieurs fois à la radio. L'âge que je préconise pour être président de la République est de 30 ans, 21 ans pour être député et 18 ans pour les élections locales. Maintenant, si on estime que l'élection du président de la République est une élection importante, on n'a qu'à demander que chaque candidat puisse recueillir un certain nombre de signatures de la part des électeurs. Ce serait beaucoup plus simple que de mettre des barrières d'argent. On a même parlé une fois de 25 millions avant de revenir aux 10 millions. On ne peut pas mettre des barrières à la démocratie. Nous avons aujourd'hui 30 ans de régime démocratique, allons de l'avant et ne revenons pas en arrière. Et j'en profite pour parler à mon frère et ami Acher Abakar Hassan, le député, qui dit que les partis doivent être représentatifs. Ce n'est pas le rôle des partis. Quand on crée un parti, on exprime des opinions. On prend les partis politiques pour exprimer des opinions. Et on laisse les partis politiques dans le temps devenir des partis forts. Je vous donne un exemple. Les écologistes en France, quand ils ont commencé, ils n'avaient même pas de conseillers municipaux. Aujourd'hui, ils sont en passe de prendre même la présidence de la République en France. Ils sont aujourd'hui l'un des premiers partis de France. C'est avec le temps qu'un parti s'agrandit. Laissez le temps aux partis politiques. Ne venez pas freiner. Moi, j'ai créé mon parti politique depuis 30 ans. On se bat, on n'a pas de moyens, on fait passer des idées. Je vous en prie, foutez-nous un peu la paix. Maintenant, concernant les aptitudes intellectuelles, avoir une licence ne veut pas dire qu'on a une aptitude intellectuelle. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une analyse sur la société, c'est quelqu'un qui s'implique dans la gestion de la chose publique avec des idées. On peut être infirmier et être un intellectuel. Ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas nous faire l'Assemblée nationale une assemblée de carriéristes avec des diplômés. Il y a des gens qui sont des infirmiers, il y a des gens qui sont des agriculteurs et qui peuvent être des très très bons députés et représenter leur région. Concernant le bicaméralisme, moi je ne suis pas favorable vraiment à la multiplication de faire un parlement au Tchad. Je l'avais dit il y a 30 ans, en 1993, mais je ne suis pas contre qu'on mette en place un bicaméralisme, mais je propose qu'on mette en place un comité constitutionnel à l'issue de ce forum qui se penche sur beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple qui me concerne depuis 30 ans, depuis qu'on a mis la constitution en place. Parce que ma mère, qui est tchadienne, est née au Soudan, je suis privé pour être candidat aux élections présidentielles au Tchad. Je ne le dis pas pour moi, moi je suis un vieux clown qui fait son dernier tour de piste, mais je parle des générations qui vont venir. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être simplement d'origine tchadienne. Il y a des gens qui ne sont pas, qui sont tchadiens de père et de mère et qui n'ont aucune attache au Tchad. On ne dira jamais qu'Abdraman Koulamala n'a pas d'attache au Tchad parce que le Tchad, c'est ma passion. S'il vous plaît, ne personnalisez pas. Vous avez 30 secondes, voilà. Je vais finir. Je vous ai remis tout à l'heure un document de 2 pages sur la retraite. On ne peut pas quitter cette enceinte sans parler de problèmes des retraités. J'en ai parlé hier. Il faut qu'on mette en place une résolution pour ça. Et je demande même une autre résolution pour tous les martyrs du MPS qui sont morts pour que nous vivons libres aujourd'hui dans notre pays. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Paul Baïnodoum. Il est dans la salle. Paul Baïnodoum. Voilà. Merci Madame pour la parole donnée. En principe, je ne devrais pas intervenir parce que ce que je voulais dire
a été déjà dit par un camarade de la majorité, en l'occurrence le président Chasnambaye. Mais j'ai quand même un mot à dire du pouvoir intégral. Je voudrais rappeler, madame, que les Tchadiens, nous sommes venus de loin. Le Tchad est venu de loin, je dis ça pourquoi? Nous avons fait une guerre fratricide qui nous a déchirés. Le tissu social est en lambeaux. Les Tchadiens du sud et du nord se détestent, il faut le dire. Mais depuis 1990, des efforts ont été faits pour recoller le morceau. Et dans ces efforts, pour recoller le morceau, c'est quoi? C'est le partage de pouvoir. On ne le dit pas, on ne l'écrit pas, mais il y a un semblant de partage de pouvoir entre le sud et le nord. Et c'est ce que le président fondateur, Idriss Déby Itno, le maréchal, a appliqué depuis 30 ans. Chaque fois, il a nommé le premier ministre du Sud. Sauf une seule fois, il a nommé Moussa Faki. Ce matin, Moussa Faki, oui. Ça, c'était une façon, n'est-ce pas, de partager un peu le pouvoir pour permettre, si je peux rappeler ce que le président, l'autre a dit ce matin, Kassiré, de participer, n'est-ce pas, à la mangeoire. C'est exactement ce participer un peu à la mangeoire. Alors, pour le pouvoir intégral, je ne sais pas, les gens qui avaient conçu, qui avaient eu l'initiative de ce pouvoir intégral, peut-être qu'ils avaient raison, mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés, pourquoi? Parce que nous avons vu, à travers l'exercice de ce pouvoir, qu'il y a beaucoup plus de problèmes que de succès. Et donc, je suis d'accord pour la mise en place d'une vice-présidence qui doit avoir les mêmes attributions que le pouvoir que le président avait confié aux anciens premiers ministres. Et donc, d'accord pour le poste de vice-présidence, comme les camarades, comme les autres l'ont dit, nous sommes d'accord pour ce poste-là. Je voudrais aussi, j'adhère à la création d'un Sénat. Pourquoi? Parce que le Sénat est le répondant, n'est-ce pas, des collectivités autonomes. En ma qualité d'ancien gouverneur, tout ça, je sais ce que c'est. Il faut qu'il y ait un répondant au niveau national pour permettre aux gens de gérer, n'est-ce pas, cette partie-là. Donc, j'adhère à la création d'un Sénat tout en réfléchissant à une mission qu'on doit donner maintenant au H4. Je ne préconise pas la suppression de H4 comme les gens l'ont dit, mais je préfère qu'on lui donne une autre mission pour permettre, parce que j'ai vu à travers les rapports qu'ils ont fait, le plan d'action qu'ils ont fait, je crois que malgré qu'ils n'ont pas eu les moyens nécessaires, le H4 a pu quand même faire un travail excellent. Et donc il faut le garder pour continuer cette mission-là. Je vous remercie. Parce que je vois certains participants sortir pour la prière. Moi, je propose que nous suspendions pour 15 minutes. Une pause pour ceux qui veulent prier et on reprend pour terminer avec les intervenants, de sorte que demain matin, on puisse présenter la synthèse sur ces thèmes-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Parfait. Donc, on suspend la séance pour 20 minutes. Pour 20 minutes. Non, 20 minutes, on revient à 18h05. Merci.